Les podcasts du Figaro. C'est difficile de prendre son téléphone, qu'on soit sur un chat ou qu'on soit sur un appel, et de dire « je vais mal » et je sais même plus quoi faire tellement je ne vais pas bien. Ces situations de grande détresse, c'est articulé par ce qu'on appelle des crises suicidaires, donc c'est-à-dire des jeunes qui sont très attirés par le fait de passer à l'acte, donc sur le plan suicidaire, ou qui sont déjà passés à l'acte, c'est-à-dire qu'ils nous appellent et c'est déjà en train de se produire, donc ils ont pris beaucoup de médicaments, ou ils ont mélangé des substances, mais à un niveau dangereux. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, j'accueille Satinka Sanson, psychologue, fondatrice du réseau Feel Better. Bonjour Satinka. Bonjour Aude. Vous avez 31 ans, vous êtes diplômée d'un master de psychologie. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la psychologie ? Depuis toujours, je dirais, j'ai eu cette fibre-là. Pour la petite anecdote, j'ai commencé à m'intéresser à Sigmund Freud à l'âge de 8 ans. Alors, à l'âge de 8 ans, je ne savais pas qui était ce monsieur, mais ça a attisé tellement ma curiosité à l'époque que j'avais envie de m'intéresser à ce domaine, comprendre pourquoi les gens allaient ressentir telles émotions, pourquoi est-ce qu'on avait tel type de pensée. Et j'ai remarqué que les gens venaient déjà facilement se confier à moi. Alors, des histoires d'enfants, après des histoires d'adolescents. J'ai grandi dans des sections sport-études, en danse, donc j'étais destinée à la base à être danseuse, ce que j'ai fait un tout petit peu, et puis suite à une blessure, j'ai dû me réorienter, et c'est de là que je suis entrée en études de psychologie. À la sortie de mes études, j'ai commencé plutôt dans le milieu de l'éducation, avec une éducation qui me tient tout particulièrement à cœur, qui est l'éducation de Maria Montessori, et où j'ai pu accompagner des enfants dans une école bilingue qui avait des troubles du comportement. Et à la suite de cela, donc, j'ai travaillé au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai été responsable en tant que psychologue d'un foyer de jeunes garçons qui accueillait des MNA, donc ce qu'on appelle des mineurs étrangers isolés, et des adolescents qui étaient placés. Après, ça a été un petit peu plus éclectique. J'ai fait un passage en chirurgie, donc bariatrique, puisque en France, la loi exige qu'on puisse rencontrer des spécialistes, notamment psy, pour prendre les décisions. La chirurgie bariatrique, c'est ce qu'on appelle plus communément la chirurgie de l'obésité, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, donc sur le versant soit de l'hyperphagie ou de la boulimie, qui sont très avancés et où ça devient très dangereux pour leur santé. Ensuite, vous avez tout quitté et vous êtes partie en voyage. Exactement, je suis partie en voyage. Alors ça aussi, c'était un appel qui me taraudait depuis quasiment toujours. Je ne saurais à l'heure actuelle même pas encore l'expliquer, mais depuis toute petite, je savais que l'étranger m'appelait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc pourtant, j'étais en poste, donc à la protection de l'enfance. J'étais bien dans ce poste, mais l'ailleurs m'a appelée et j'avais déjà cette fibre, de par mes origines déjà culturelles, cette curiosité et ce désir d'apprendre des autres cultures, comment on vit ailleurs, quels sont les codes culturels, comment est-ce que les gens pensent dans leurs différences. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Et donc j'ai eu l'occasion et la chance de faire aussi du bénévolat auprès de ces cultures-là, où j'ai vraiment pu apprendre leur savoir-être, leur savoir-faire, leur histoire. Vous êtes devenue écoutante au Fil Santé Jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association ? C'est un dispositif qui a plus de 25 ans à ce jour, et qui est effectivement destiné aux 12-25 ans, donc aux adolescents et aux jeunes adultes. Le numéro, c'est le 0800 235 236. C'est un numéro qui est gratuit, qui est anonyme, qui est confidentiel et qui est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 23h, sans interruption.
y compris les jours fériés. C'est-à-dire que Fil Santé Jeune est ouvert, par exemple, toutes les vacances d'été, le 25 décembre, le 24 décembre, le 1er janvier au Nouvel An, tout le temps. Vous êtes resté 6 ans et demi au Fil Santé Jeune. Est-ce que vous avez constaté des évolutions dans les préoccupations des jeunes qui vous appelaient, et notamment depuis le Covid ? Je pense qu'on peut tous et toutes s'accorder à dire qu'il y a eu un avant et après Covid. On l'a vu dans la population générale française. Ça a eu beaucoup aussi de révélations au niveau du public jeune. C'est-à-dire que avant, le public jeune était un petit peu victime de ces clichés. Voilà, le mal-être de l'adolescence, la crise, le fait de vouloir un petit peu être dans les revendications. Or, le Covid a montré que non, il y avait des vraies sources de mal-être qui étaient tout à fait légitimes, qui n'étaient pas forcément que liées au fait que ce soit la jeunesse qui est parfois un petit peu compliquée à se vivre, qu'il pouvait y avoir des troubles, qu'il pouvait vraiment y avoir aussi des pathologies. Et ça a vraiment mis l'accent sur le fait qu'il y ait un manque d'accompagnement, un manque aussi de dispositifs. Il faut savoir que Fil Santé Jeune aujourd'hui, en France et en Outre-mer, puisqu'on a aussi beaucoup de jeunes qui nous appellent d'Outre-mer, malgré le décalage horaire. On est vraiment la première porte d'entrée vers laquelle ils peuvent se tourner parce que c'est une première écoute où ils vont tomber sur des professionnels. Donc, il y a des professionnels de santé majoritairement. Mais des psychologues, des psychiatres. Exactement. Mais aussi des éducateurs. Exactement. Des professionnels également sociaux, donc assistantes sociales, des conseillères conjugales et familiales, le type de profession qu'on retrouve dans les centres de santé sexuelle, anciennement planning familiaux. Et cette porte d'entrée-là, elle a été d'autant plus, je dirais, une bouteille d'oxygène pour ces jeunes, à la fois au moment du Covid et après, parce qu'ils se sont retrouvés face à des difficultés qu'ils n'avaient peut-être pas du tout comprises comme étant soit comme telles ou avec autant d'envergure et en ne sachant quoi en faire. Concrètement, quels sont les sujets les plus abordés par les jeunes qui appellent ou qui écrivent au Fil Santé Jeune ? Alors, le numéro 1 qui arrive tout le temps, c'est le mal-être. Le mal-être, c'est un terme un petit peu fourre-tout. Ce qu'on va entendre derrière le mal-être, c'est tout ce qui va être plutôt des états dépressifs, voire des dépressions. On va avoir beaucoup aussi de troubles anxieux, donc des attaques de panique à répétition, des crises d'angoisse, des anxiétés aussi au niveau de l'école, qui est très en lien, souvent malheureusement, avec les problématiques de violence scolaire. Et ce qu'on a, nous, énormément sur Fil Santé Jeune, qui est complètement sous-représenté, parce que c'est très difficile d'avoir des statistiques là-dessus, c'est les violences intrafamiliales et en particulier les violences sexuelles. Quel est votre rôle en tant qu'écoutant ? Une fois que vous accueillez la parole d'un jeune, son mal-être, qui devez-vous prévenir ? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes ? On dit à ces jeunes qu'ils ont bien fait d'appeler, qu'ils sont légitimes d'appeler et qu'ils ont pris la bonne décision en sollicitant une aide extérieure et en particulier des professionnels. On va vraiment déjà valoriser cette première étape qui, pour beaucoup, est difficile. C'est difficile de prendre son téléphone, qu'on soit sur un chat ou qu'on soit sur un appel, et de dire « je vais mal ». Et je ne sais même plus quoi faire tellement je ne vais pas bien. Donc déjà, on les encourage et on les félicite de cette démarche. Ensuite, on va faire un petit peu un état des lieux, puisque nous, on ne propose pas de suivi. On est vraiment sur du one-shot dans notre appel. Donc, on va essayer d'être vraiment assez exhaustif dans... De comprendre toute la situation. Comprendre toute la situation. Ce que j'entends, oui, par faire un état des lieux, c'est est-ce qu'il arrive, en tout cas, à nous dire ce qui se passe plus exactement, avec qui, dans quel contexte, à quelle fréquence, est-ce qu'il y a déjà eu des interlocuteurs dans la boucle pour essayer de lui venir en aide. Et une fois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, nous, on a une base de données qui nous est extrêmement précieuse, une base de données interne qui répertorie toutes les structures de métropole et d'outre-mer. Donc ça va être les points accueil écoute jeunes, les CMP, les maisons des adolescents, les relais étudiants lycéens. On peut aussi orienter quand il y a des problématiques de violence, puisque donc, comme je le disais, on est très très sollicité par rapport aux violences sexuelles intrafamiliales, et où là aussi, nous, notre rôle, c'est d'alerter sur le fait que ces situations ne sont pas du tout supportables, qu'elles ne doivent plus se produire. Et donc, on va réfléchir à comment on peut accompagner le jeune dans sa mise sous protection.
Parmi tous les appels de jeunes que vous recevez parfois des appels de jeunes dans des situations de grande détresse. Ces situations de grande détresse, donc chez nous, c'est articulé par ce qu'on appelle des crises suicidaires, donc c'est-à-dire des jeunes qui sont très attirés par le fait de passer à l'acte, donc sur le plan suicidaire, ou qui sont déjà passés à l'acte, c'est-à-dire qu'ils nous appellent et c'est déjà en train de se produire. Donc ils ont pris beaucoup de médicaments, ou ils ont mélangé des substances, mais à un niveau dangereux, ou parfois ils se sont ouverts de sorte à y laisser la vie. On est également beaucoup sollicité en ces moments de crise par rapport aux incestes, où c'est des situations également que l'on gère beaucoup. Et pour cela, on a un protocole interne que l'on suit, qui est dynamisé par une des psychologues du dispositif qui fait une formation crise suicidaire spécifique. Et c'est ce qui nous permet de gérer ces situations d'urgence où vraiment on a une double mission, qui est de évaluer la situation pour évacuer le danger le plus rapidement possible, parce que si, par exemple, c'est une crise suicidaire qui est en train de se passer, le but, c'est que ce jeune trouve assistance dans les délais les plus rapides. Pareil, si c'est des incestes, si c'est une situation qui va encore, par exemple, se produire aujourd'hui ou dans le lendemain, il faut agir extrêmement rapidement pour protéger ce jeune. Mais c'est aussi de lui permettre de l'orienter avec cette première écoute, une fois qu'on s'est assuré de sa mise à l'abri, pour avoir les bons types de professionnels qui vont le prendre en charge et qui vont l'accompagner dans sa reconstruction. Dans les situations d'extrême urgence, du coup, vous levez l'anonymat des jeunes? Comment ça se passe? Oui, alors avec leur accord. Ça peut nous arriver de le faire sans, quand vraiment on est dans une situation d'une urgence extrême. Mais nous, notre enjeu, c'est d'essayer de travailler avec le jeune à ce moment-là. Alors avec toujours ce caractère d'urgence, on ne va pas prendre tout notre temps, mais on rentre vraiment dans une négociation autour de la vie, de pourquoi il est absolument indispensable qu'il se raccroche à cette vie et que nous, en tant que professionnels, on ne peut pas rester sans agir. Quand on est écoutant comme ça et qu'on entend des jeunes pendant des heures et des heures raconter leur détresse, comment est-ce qu'on préserve sa propre santé mentale? C'est une excellente question. Déjà, en tant que professionnel, on est formé à ça. C'est un métier. On ne prend pas juste le téléphone. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Oui, c'est grave. Non, on est formé à la fois pour vraiment veiller à la qualité de l'écoute et des propositions et de l'accompagnement dans ce passage de relais, mais aussi pour soi. Parce qu'en effet, quand on passe des heures et des heures, il faut qu'on puisse avoir ce mélange, et qui va être très après propre à chacun en fonction aussi de nos personnalités propres, mais cet entre-deux, entre j'éprouve de l'empathie, voire parfois, si ça a une résonance un petit peu plus avec mon histoire personnelle, voire un peu de compassion, mais tout en gardant une distance émotionnelle pour à la fois déjà l'aider efficacement, parce que si je suis moi-même touchée, je ne peux pas correctement l'aider, mais aussi pour apprendre, et ça, je pense que ça ne relève pas d'une formation, mais juste de l'expérience, à apprendre à le plus possible essayer de ne pas repartir avec ces situations chez soi, de garder espoir en le relais qu'on a passé. Le Premier ministre Michel Barnier a fait de la santé mentale une grande cause nationale pour 2025. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il était temps, qu'il était grand temps. Personnellement, je suis très heureuse qu'il ait pu avancer cette cause-là. Maintenant, pour être tout à fait transparente, j'attends de voir concrètement ce que ça va donner. Parce que porter une cause, évidemment, ça commence par là. Ce que l'on sait quand même, et encore une fois, depuis le Covid, c'est qu'il y a un problème au niveau de la capacité d'accompagnement, de l'accessibilité en matière d'accompagnement. Et je pense que c'est surtout ça, la cause santé mentale. C'est quelles sont, non pas les réponses, mais les dispositions et les solutions de manière concrète qui vont être mises en place, pas forcément pour les jeunes, mais pour l'ensemble de la population française. Vous avez récemment quitté Fil Santé Jeunes pour vous consacrer pleinement à votre projet Feel Better. En quoi est-ce que cela consiste? J'ai été frappée
par beaucoup de Français que j'ai rencontrés sur mon parcours. Donc j'étais professionnelle de santé déjà à l'époque quand je suis partie et qui ont témoigné leur souffrance, soit avec laquelle ils étaient encore à ce moment-là, ou à laquelle ils ont dû faire face et où ils ont été seuls. C'est-à-dire qu'ils n'ont trouvé aucun psy sur place pour pouvoir les accompagner, dû à la barrière de la langue, dû au décalage horaire, dû aussi aux coûts qui sont très élevés à l'étranger par rapport à chez nous et qui ne sont pas trop pris en charge par les mutuelles internationales puisque ça fait cher à chaque fois à rembourser. Et une problématique aussi de violence assez camouflée, très discrète, mais qui est bel et bien présente. Donc ça va passer par des coercitions administratives, financières, notamment pour les femmes qui suivent les époux ou les conjoints, les enfants aussi, qui subissent beaucoup de harcèlement scolaire dans les établissements internationaux. Et pour moi, ça a été un déclic. J'ai dit, je refuse d'être une témoin passive de ce que j'ai vu. Feel Better, donc, c'est une société internationale de thérapie dont le premier volet est la plateforme Feel Better. C'est une plateforme qui tourne en 24/7 et qui est destinée aux Françaises et aux Français qui résident à l'étranger et qui sont aussi d'outre-mer et qui souffrent également de ce manque d'accessibilité aux soins psychologiques, que ce soit pour eux ou que ce soit pour leur famille. Ce sont des séances remboursées par les mutuelles nationales, internationales. Est-ce que vous travaillez avec des grandes entreprises, avec des consulats ? Tout à fait. Il faut savoir que l'international est beaucoup plus avancé que nous, en France, sur la thématique de la santé mentale. C'est beaucoup moins tabou, c'est beaucoup moins mal vu. Et ce qui fait que pour eux, c'est beaucoup plus naturel que les mutuelles à l'international remboursent les séances de psychologues et de psychiatres. On travaille effectivement avec les entreprises et les grands groupes qui envoient en mobilité internationale leurs employés, que ce soit sur du moyen terme ou des fois du plus long terme, et qui sont soucieux de leur installation et de comment aussi, eux, ils vont pouvoir vivre la pression, l'enjeu professionnel, et puis en plus, souvent, ils vont avec les familles. Et en effet, on se rapproche des ambassades et des consulats, à la fois pour amener cette solution. Alors, il faut savoir que les consulats et les ambassades sont particulièrement sollicités au niveau des problématiques de violence à l'étranger que j'évoquais au début, et ils sont dans une impasse. Il n'y a pas d'autre terme, ils sont dans une impasse. Ils ne savent pas comment aider nos ressortissants qui se trouvent en difficulté, pareil à l'étranger. Donc, progressivement, on essaie de déployer notre aide pour venir en aide au plus grand nombre de ressortissants. Et ça fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire avec à la fois émotion et fierté, c'est que 100% des patientes et des patients qui sont suivis chez Feel Better et qui sont passés par chez nous par rapport à des problématiques de violence, aujourd'hui sont à l'abri et ont beaucoup avancé dans leur reconstruction psychologique. Et les psychologues qui sont derrière tout ça, ce sont des psychologues formés à des thématiques particulières sur la violence, mais peut-être aussi sur l'expatriation, sur les différences culturelles ? Absolument. Il y a un recrutement très exigeant pour rentrer chez Feel Better. C'est pas du tout une plateforme comme on a l'habitude de voir sur la majorité des plateformes où on s'inscrit. À la rigueur, on a un rendez-vous comme ça pour un petit peu vérifier d'où vous venez. C'est beaucoup plus compliqué que ça et ça nous permet effectivement de garantir la qualité thérapeutique, d'avoir des spécialités, donc des psychologues interculturels qui sont formés aux enjeux de l'éloignement affectif et géographique et pour d'autres qui sont formés à la prise en charge des violences. Et quels sont vos objectifs pour l'avenir de Feel Better ? Toujours plus d'accessibilité et qu'on puisse être une référence claire dans l'esprit de ces Françaises et de ces Français qui sont à la fois éloignés de leur pays natal, mais qui ne devraient pas se sentir éloignés de notre politique de soins. Nous arrivons à la fin de cette interview. Il est l'heure pour moi de vous poser notre question rituelle. Quelle est la personne dont vous admirez le plus l'engagement ? J'ai choisi Hannah Arendt pour votre podcast. C'est une autrice et une philosophe pour qui j'ai beaucoup d'admiration, à la fois pour le courage dont elle a fait preuve, la figure de féminisme, même si elle ne se revendiquait pas tant comme féministe, et pour être porteuse de vérité et de se légitimer de dire ces vérités, même quand personne ne veut les entendre. J'ai choisi une citation d'elle
pour illustrer à la fois son travail et toute l'envergure qu'elle portait, cette Hannah Arendt. Le vent de la pensée peut empêcher des catastrophes. Merci Satinka. Merci Aude. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Les Engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!